Auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Robe numérique que vous retrouvez pour cette nouvelle saison en version vidéo et en version audio. Merci beaucoup d'être avec nous et on va continuer notre série sur le libre. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est le libre est-il sécurisé ? Donc ça, c'est la première question parce qu'il y a beaucoup trop d'idées reçues sur le libre. Et j'ai avec moi deux invités. Alors, Laurent, tu étais déjà là sur le premier épisode, mais je vais me permettre de rappeler. Laurent Détailleur, tu es toujours CEO et CTO de Dolly Cloud. Et tu es chef de projet Dolibar. Et puis, tu es aussi là parce que tu es un ancien hacker éthique. Ancien hacker, aujourd'hui hacker éthique. Ah d'accord. Attention, le code pénal n'est pas loin. Et nous avons aussi comme invité aujourd'hui Manon Desplat, qui est Security Program Manager chez Yogosha. Alors, pour commencer, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais vous demander de présenter les entreprises pour lesquelles vous travaillez. Ça permet aussi de poser le sujet, de faire le lien avec la cybersécurité et l'open source. Manon, est-ce que tu peux nous présenter Yogosha ? Oui, bien sûr. Yogosha, c'est deux choses. Yogosha, c'est d'abord une plateforme qui permet de centraliser toutes les opérations de sécurité offensive. Donc, on propose à la fois du bug bounty, sur lesquels on pourra revenir durant cet épisode, puisque Laurent participe à ce genre de programme. On propose aussi des pentests, du VDP, donc tout ce qui va être remonté de vulnérabilité sauvage, et aussi des missions de forensique, etc. Donc, tout est centralisé sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment un produit qu'on met à disposition de nos clients. Et Yogosha, c'est aussi une communauté de hackers éthiques. Terme évoqué par Laurent il y a quelques secondes. On a à peu près 800 personnes qui travaillent à la fois sur nos programmes de bug bounty, mais aussi pour un pool un petit peu plus restreint sur les thématiques de pentest, les missions de pentest. Merci Manon. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter Dolly Cloud ? Alors, et puis ton positionnement vis-à-vis de Dolibar ? Oui, alors Dolly Cloud, c'est une société qui propose Dolibar en SaaS. Et je pense que ça suffit comme information. Pour Dolibar, c'est plus intéressant. Donc Dolibar, c'est quoi ? C'est un logiciel de gestion d'entreprise qui est assez complet puisqu'on essaie de toucher tous les besoins d'une entreprise, du CRM, de l'ERP, de la RH, etc. Donc c'est un logiciel qui est pas mal implanté dans les entreprises et qui est, on va dire, un outil critique pour les entreprises. Aujourd'hui, j'assure, on va dire, le rôle de valideur des évolutions qui sont faites dans le projet Dolibar. Alors, le libre, c'est pas sécurisé ? Vrai ou faux ? Alors, si je me permets, il va falloir définir ce que c'est que sécurisé déjà. Il y a 20 ans, peut-être 15-20 ans, on pensait que la sécurité informatique, puisque c'est de ça qu'on parle, sur la sécurité vis-à-vis du numérique, on pensait qu'il fallait que ce soit secret. C'est-à-dire, pour que ce soit sécurisé, on rendait les choses secrètes. On ne les documentait pas, on ne donnait pas d'informations sur le secret de fabrication, etc. On s'est rendu compte que ça avait un gros problème. C'était que, ça n'arrêtait pas les hackers, puisque les hackers avaient les capacités à faire du reverse engineering, donc la capacité à comprendre sans documentation comment ça fonctionne et à trouver les failles. Donc ça ne les arrêtait pas. Et par contre, ça empêchait les améliorations et les corrections. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec un autre système qui est le système ouvert, donc le logiciel libre ou open source, le fait de documenter et de rendre public le secret de fabrication et donc le code d'un programme informatique, vis-à-vis des hackers, il y avait toujours cette capacité à pirater. Par contre, vis-à-vis de tout le reste de la population, les chercheurs en sécurité, etc., on leur facilitait le travail pour trouver où étaient les failles. Et on avait donc une capacité à résoudre et à sécuriser et à avoir l'information où sont les failles et à les corriger beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace qu'avec un modèle fermé. Donc, en fait, je dirais, par rapport à la question, si on la prend dans sa globalité, est-il moins sécurisé ? Je dirais non, aujourd'hui, on a compris qu'il fallait que le modèle soit ouvert pour que ce soit plus sécurisé. Finalement, c'est même non, et peut-être même plus sécurisé que le propriétaire. Aujourd'hui, oui, c'est clairement une affirmation qu'on peut faire sans trop de difficulté. On sait qu'il vaut mieux un modèle ouvert avec beaucoup de chercheurs qui vont analyser pour sécuriser le système qu'un modèle fermé où on attend que les failles tombent
L'autre problématique finalement que l'on a aussi, c'est que dans un modèle propriétaire, quand une faille est tombée, l'éditeur ne va pas forcément la communiquer. Aujourd'hui, alors il y a des réglementations qui évoluent pour rendre ça obligatoire, et ça c'est très très bien, mais on n'en a jamais cette certitude aujourd'hui. Voilà. Alors qu'avec le libre, celui qui va trouver la faille va rentrer dans le système communautaire du développement du logiciel et va publier cette faille dans le système communautaire, et donc quelque part met la pression et rend obligatoire la correction vis-à-vis de l'équipe qui gère le programme. Que ce soit public, oui. Voilà. Tout à fait. Et donc là encore, ce côté public fait qu'il y a une meilleure inertie également à la correction que l'on constate dans les logiciels libres open source par rapport à certains logiciels propriétaires où on a des failles qui sont presque quasiment éternelles, que certains décideurs vont même jusqu'à dire que c'est feature, et ce n'est pas it's not a bug, it's a feature. Ok. Et je pense que ça nécessite aussi cet aspect communautaire. On le retrouve de manière très générale en informatique et dans la cybersécurité. Ça rejoint beaucoup la mentalité hacker, si je peux le simplifier de cette manière-là. Ça demande aussi des efforts de la part je ne sais plus exactement le terme, mais lorsque au sein de la communauté, il y a des merge requests qui sont faites pour améliorer un produit, pour indiquer qu'une faille a été découverte, il y a eu des cyberattaques qui ont pu être orchestrées aussi de cette manière, où on va demander une merge request, et finalement, ça va permettre de mener une attaque et d'avoir accès au backdoor parce que l'implémentation était finalement quelque chose de malveillant. Donc ça demande aussi beaucoup des efforts, de la même manière qu'un logiciel privé va devoir faire des efforts de sécurité. Quelque chose qui est accessible en open source nécessite aussi des efforts de sécurité et de vigilance aussi à ce moment-là. L'aspect communautaire est très très bénéfique, comme Laurent l'a indiqué, pour qu'il y ait cette... Parce que les efforts vont être répartis sur beaucoup de personnes, là où un propriétaire, ça va être l'équipe de l'éditeur uniquement. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, savoir, c'est le pouvoir. J'aime bien. Donc une fois qu'on a l'information, on a le pouvoir de corriger. Mm-hmm. Et en l'occurrence, lorsqu'on est sur du libre, on a une plus grande communauté qui va travailler sur la correction de cette vulnérabilité identifiée. Alors que dans le cadre d'un libre, finalement, on s'en remet déjà à ce que la vulnérabilité soit remontée effectivement par l'éditeur et à l'intervention de l'éditeur, puisque par définition, dans le propriétaire, on n'a pas accès au code. Alors, et du coup, on ne peut pas modifier soi-même la vulnérabilité au niveau du code. Je modérerai sur une grande partie des projets open source. Oui, quand tu disais on a une plus grande capacité à corriger, oui pour certains projets open source, pas pour d'autres. Il y a quand même certains projets open source qui ont des petites communautés et qui, eux, n'auront pas de bonne réactivité. Donc attention aux projets que vous choisissez, à prendre plutôt des projets avec une grande communauté pour bénéficier de cette capacité à corriger rapidement les failles de sécurité par rapport à des petits projets qui seraient unipersonnels où là, forcément, vous n'auriez pas la même... on aurait plutôt le travers inverse, on aurait une réactivité qui sera moins bonne. Oui, mais du coup, ça veut dire que dans le cadre où on a un projet unipersonnel avec une toute petite communauté, voire personne, finalement, là, on s'en remet à des tiers qui permettent de faire des audits de vulnérabilité et une surveillance de ce code de manière un peu dynamique. Et du coup, on corrige, on pallie au manque de communauté. Tout à fait, c'est la force du libre. C'est qu'effectivement, on peut pallier une faible communauté en faisant appel à un tiers. C'est ça. Donc on peut dire que si le libre, c'est plutôt sécurisé, voire c'est sécurisé, on peut dire que c'est pas moins sécurisé que le logiciel propriétaire. Et du coup, on peut dire que le logiciel propriétaire, c'est pas une garantie de sécurité non plus, notamment en cybersécurité. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça ? C'est clair, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que des failles de sécurité connues, en tout cas du monde des hackers, mais pas forcément du grand public, et connues de l'éditeur, restent ouvertes très longtemps. C'est des choses que l'on ne verra pas ou très très peu dans des logiciels open source, parce qu'à partir du moment où la faille est connue, il va y avoir quelqu'un dans la communauté pour aller la corriger. Est-ce que finalement, alors ça revient sur cette question, mais on peut l'aborder différemment, le libre ne va pas rendre plus vulnérable. Tout à l'heure, en introduction, tu disais que Yogosha et Dolibar. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer comment et justement pourquoi ? Parce que la vulnérabilité, soit elle est dans le code dès sa création, soit c'est finalement les évolutions qui vont engendrer une vulnérabilité, l'existence de cette vulnérabilité.
Finalement, comment vous travaillez ensemble pour rendre le cloud de Laurent hyper safe au quotidien et du coup bien démontrer que finalement on peut faire du libre super sécurisé. Est-ce que tu peux parler du coup de la plateforme et de comment vous bossez ensemble? Donc Laurent a Dolibar a un programme de bug bounty sur la plateforme Yogosha. Donc on va dire que c'est une sorte de, tu me corrigeras si je dis une erreur, mais une sorte de complément de l'aspect communautaire qu'on peut retrouver dans l'open source. Et en fait, avec le programme de Bug Bounty, il y a un aspect quand même un peu plus incitatif avec des rémunérations financières. Il y a 4 types de rémunérations qu'on peut trouver sur... 4 niveaux de rémunération qu'on peut trouver sur un programme de Bug Bounty en fonction de la criticité de la faille qui a été trouvée. Et c'est alimenté par les dons qui sont donnés à Dolibar, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est les fonds de Dolibar. Dolibar a plusieurs sources de fonds. Ouais. Alors, une petite insiste pour rappeler ce qu'est le bug bounty et qui, du coup, permet à des hackers qui sont payés pour ça d'aller, en tout cas, rechercher des failles de sécurité, qui ont différentes criticités, qui vont documenter ces failles, puisqu'il ne s'agit pas juste de la trouver, il faut aussi la documenter et apporter des éléments potentiellement de réponse à cette faille. Et en fait, on a un award qui sera, du coup, financier en fonction du nombre de failles, de la criticité de la faille, donc de la difficulté. Donc plus c'est difficile, plus les hackers sont payés cher, évidemment, puisque plus la faille est potentiellement critique. Je peux vous renvoyer un épisode de Yes We Hack, puisqu'on n'a pas encore eu Yogosha, mais ça viendra, de la robe numérique. Incise terminée, je vous laisse continuer, mais je pense que c'était important de repréciser ce qu'était le bug bounty. Et c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Oui, sur le programme de bug bounty, on invite des hunters à participer parce que nous, on est sur des programmes chez Yogosha, des programmes qui sont fermés. Donc c'est nous qui décidons quels hunters peuvent hunter, hacker, chasser. Pas mal de slash. J'ai arrêté ma course synonyme. C'est un chasseur de primes. C'est un chasseur de primes, c'est exactement ça. Et donc, numérique. Voilà. Et donc, sur ces programmes fermés, ils sont invités à rechercher des failles sur un asset bien précis. L'asset étant le programme de Dolibar dans ce cas précis. Et effectivement, ils ont la possibilité d'expliquer à la fois la vulnérabilité qu'ils ont trouvée, ça c'est obligatoire, et dans un deuxième temps, sur leur rapport de vulnérabilité, ils passent du temps à expliquer leur méthodologie. Donc, c'est pas simplement... une indication qu'un bug existe, c'est vraiment une sorte de pédagogie qui est mise en place pour que, de l'autre côté, qu'au côté client, disons, les équipes puissent être réactives et puissent corriger la faille. En fait, on veut vraiment, avec du bug bounty, avoir un impact sur les systèmes de sécurité de nos clients. Et la troisième partie, toujours dans un aspect pédagogique, on propose des options de remédiation. Et du coup, pourquoi vous avez fait le choix de passer par... Alors déjà, la première question, c'est pourquoi choisir une communauté fermée? Enfin, du coup, parce que là, c'est pas des programmes publics, donc c'est pas tout le monde qui peut aller venir taper le programme Dolibar. Du coup, moi, première question, c'est pourquoi faire le choix de cette forme de confidentialité, finalement, et donc du programme fermé, et pourquoi faire ce choix alors même qu'il y a une grosse communauté tout à fait. derrière Dolibar, hein, c'est une des communautés, je pense, les plus importantes du sur libre. Un projet open source, oui. Pourquoi faire ce choix Tout à fait. La question, elle mérite d'être posée. Alors, on n'a pas fait le choix exclusif de prendre une plateforme de bug bounty. En fait, il faut voir qu'on a aussi un système le système communautaire qui marche très bien. Donc, un système de déclaration de bugs qui est fait par la communauté, qui est le même système finalement que déclaration de bugs non sécurité, donc qui sont des bugs fonctionnels ou applicatifs. Donc ce système-là, il fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il a ses limites. Il a ses limites dans le sens où il n'y a pas d'incitation financière. Et trouver des failles de sécurité, quand elles sont faciles à trouver, il n'y a pas forcément besoin d'incitation. Mais si on veut bien sécuriser, il faut passer énormément de temps pour trouver des bugs et ça devient très compliqué et il faut des spécialistes. Le métier de la sécurité, le hacking aujourd'hui, c'est plus comme on le faisait dans les années 80 où on était informaticien et on pouvait faire du hacking dans son temps libre parce que c'était presque une option. Aujourd'hui, c'est devenu un métier à part entière et si on n'exerce pas ce métier à temps plein,
on n'est pas un bon hacker. Voilà. On ne l'est pas du tout. C'est même clairement un métier à part entière des deux côtés de la Voilà, donc on a de la frontière, ouais, les deux côtés de la force, c'est devenu un métier. On a donc Yogosha qui va faire ce métier de trouver comment hacker grâce à son vivier de hackers, donc la Red Team. Et puis du côté de l'applicatif, donc par exemple d'Olibar, on va avoir des Blue Team, donc des gens qui vont eux travailler pour sécuriser et faire en sorte qu'on soit pas attaqué. Donc il y a ces deux facettes. Et donc, sur Dolibar, on a effectivement l'aspect communautaire, mais on a vu qu'il avait ses limites. Et aujourd'hui, penser que l'on peut sécuriser sans faire appel à un programme de bug bounty, c'est que l'on ne connaît pas le monde de la sécurité. Donc on est hyper optimiste. On allait jusqu'à dire on est prétentieux. Parce que on peut même être expert en sécurité, on ne peut pas être expert dans tous les domaines de la sécurité. Et si on connaît très bien comment sécuriser une appli web, on ne va pas savoir forcément connaître tous les trucs et astuces sur l'aspect système ou sur d'autres aspects. Il y a plein de pans. Et chaque hacker est même spécialisé dans un domaine en particulier. Et on ne peut pas être spécialisé dans tout. Je me permets de mettre une toute petite incision sur ça. Les hackers avec lesquels je travaille, ceux qui font exclusivement de la sécurité offensive, donc soit du pentest, du bug bounty, etc., souvent, ils se prennent un mois dans l'année où ils font que de la formation. C'est pour rejoindre le propos de Laurent, comme quoi tout évolue très vite, surtout en matière de sécurité, et toutes les technologies qui ressortent, etc. Donc oui, effectivement, ce serait prétentieux de penser qu'on a un savoir universel. Voilà. Je comprends. Alors du coup, ça me vient une question parce qu'on entend souvent, et moi je l'entends beaucoup, aussi dans les collectivités territoriales, sécuriser, c'est dépenser. Et donc la sécurité, c'est cher. Donc moi, là, dans le monde du libre, je suis obligée de me poser la question, comment on finance un programme de bug bounty quand, par nature, c'est pas gratuit, mais c'est pas quand même très cher. Donc là, moi, je comprends par rapport à Dolibar que vous faites ce choix-là, mais du coup, ça veut dire que financièrement, on donne un award, de l'autre côté, on va donner une prime, une récompense aux hackers. Comment on gère cette manne financière quand on a finalement des solutions qui sont peu onéreuses à l'achat et donc, voilà, c'est une question un peu peut-être... Une difficulté qui se comprend. Effectivement, tu évoques la difficulté des projets open source de passer la barrière du mode communautaire pour se sécuriser, pour rentrer dans le monde du pentest financé. Donc, pour les gros projets, il n'y a pas trop de difficultés. On va rentrer dans le même mode qu'un logiciel propriétaire où le gros projet va avoir des finances. C'est le cas du projet d'Olibar. On a des revenus grâce à différents modèles il y a différentes sources de revenus sur le projet qui nous permet de faire appel à ces programmes donc qui sont donc financiers, qui nécessitent rémunération. En fait, par contre, il y a effectivement une problématique pour d'autres projets, les plus petits, qui vont avoir cette difficulté de passer cette barrière financière. Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a eu par exemple la plateforme Hunter, qui proposait gratuitement. Donc là, l'idée, c'est que la plateforme Hunter mettait en place une plateforme de bug bounty qui était financée par des dons mis en commun et qui ensuite était rétribuée à la fois au Blue Team et à la fois au Red Team. Voilà. Ce modèle-là, aujourd'hui, donc il a fonctionné quelque temps, mais on voit qu'il a été limité, puisque maintenant, ils ont limité ça uniquement aux projets qui sont dans le domaine de l'AI. Okay. Voilà. Donc, pour les autres projets, si on n'est plus dans ce domaine-là, effectivement, il y a aujourd'hui cette difficulté. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut avoir des équipes qui soient vraiment compétentes pour pouvoir réussir à le faire ou trouver des fonds. Parce que du coup, si je comprends bien, et par rapport à ce qu'on disait là, je renvoie les éditeurs au premier épisode, mais par rapport à la nature même du libre, finalement, les failles de sécurité qui sont trouvées, qui sont financées dans le cadre de notamment ce programme de bug bounty, vont bénéficier à l'ensemble des utilisateurs d'Olibar. Donc ça veut dire y compris les sociétés qui ont les moyens de payer mais qui font le choix du libre et c'est super, mais qui du coup bénéficient par voie de conséquence d'un niveau de sécurité qui est, en tout cas financièrement assumé, pas vraiment pareil finalement. Enfin,
C'est un autre mode, il y a effectivement un autre mode que je n'avais pas encore évoqué pour sécuriser les programmes open source et qui, eux, s'appliquent à tous, aussi bien les gros que les petits. C'est que souvent, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui font appel à des sociétés de recherche en informatique qui, eux, vont les rechercher parce que le client utilise ce logiciel, ils ont des responsabilités, ils font appel à des sous-traitants pour trouver des failles, et ces sous-traitants, dans une idée éthique, c'est qu'ils ne vont pas se contenter de remonter la faille à leurs clients avec la correction, ils vont aussi la communiquer au projet open source. Okay. Et donc, des projets open source vont bénéficier parce que c'est un projet ouvert. Donc, c'est ça qui fait que chaque chercheur peut aller chercher en fait les failles et les remonter au projet d'origine. Mais du coup, c'est quand même un enjeu. Enfin, je veux dire, l'aspect financier est quand même un véritable enjeu sur. Alors, quand on passe par ce biais-là, le projet open source n'a pas de contraintes financières. Par contre, il y a effectivement un système financier entre un client et la société informatique qui va faire le bug bounty en fait. Et ça, il y en a plein dans le monde aujourd'hui. C'est devenu il y a beaucoup de sociétés qui se créent, qui sont spécialisées là-dedans. Et du coup, est-ce que on peut résumer en disant que finalement, lors du choix du libre sur l'aspect cybersécurité, on peut se poser cette question de savoir à quel programme est attaché le logiciel pour... Il faut se renseigner et challenger le projet même. Qu'est-ce que vous faites en termes de sécurité? Quelle est votre équipe? Quelle est votre blue team? Quelle démarche vous avez? Est-ce que vous faites appel à une société ou pas? Ou est-ce que vous reposez? Donc il faut se renseigner, oui, effectivement, si c'est un point de vue important, et ça doit être aujourd'hui un point de vue important dans tout projet informatique, numérique, il faut se poser cette question et faire ses recherches. Voilà. Et chez Yasuyak, vous voyez chez Yogosha, pardon, vous voyez une on va se la refaire celle-là. Désolé, personnellement je vais la laisser. Parce que je vais me poser la question que pendant l'épisode avec Yasuyak, j'ai pas posé cette question-là. Du coup, je la refais. Et du coup, chez Yogosha, vous voyez une évolution de ces typologies de clients et vous voyez de plus en plus d'éditeurs de communautés de libres venir vers vous. Est-ce qu'il y a eu un changement, une évolution des pratiques? J'avoue que je ne saurais pas répondre en pourcentage de combien d'éditeurs SaaS privés on peut avoir contre des éditeurs, des solutions libres. Mais je pense que le maître mot qu'on doit retenir de tout ça, c'est le complément. Il y a l'aspect communautaire qui existe et qui est déjà très efficace, malgré son pendant qui peut être le fait que... Quand je parlais du sujet de cet épisode à un de mes collègues, il a dit ce qui est bénéfique dans l'open source, c'est qu'il y a un peu la politique du « venez comme vous êtes ». Mais « venez comme vous êtes » offre à la fois l'opportunité à des personnes, à des hackers éthiques, de venir parler découvrir les vulnérabilités et améliorer le produit, mais aussi à des hackers des acteurs un peu plus malveillants et donc forcément peut générer ce genre de problème. D'où le fait d'avoir un programme de bug bounty en parallèle, en complément, qui peut permettre d'améliorer le produit, puisque cette fois-ci, on vérifie les typologies de profils qui hackent sur ce genre de programme. Et on est sûr de garantir une certaine activité, puisque j'imagine qu'il y a possiblement des temps mous aussi au sein de la communauté, où il y a un petit peu moins de vulnérabilités qui sont remontées sur le bug bounty. On fait en sorte que les incitations monétaires, ou même l'intérêt qu'on peut porter à un programme, soient continues, de sorte à pouvoir accéder à cette sécurité en continu. Oui, un maintien de la sécurité à un niveau... plutôt intéressant pour veiller à ce qu'il n'y ait pas tout de suite une faille. Une campagne de bug bounty, c'est pas une campagne. Il faut que ce soit continu. Oui, bien sûr. Parce que les failles, elles arrivent avec les évolutions aussi. Et aussi, il y a les évolutions technologiques qui font que... c'est ça. C'est pas figé du tout dans le temps. Un programme de bug bounty, c'est édité à chaque implémentation d'une nouvelle fonctionnalité, à chaque mise à jour. Donc ça garantit aussi quand même un certain intérêt pour les hunters qui sont invités sur le programme.
disant il y aura peut-être des trucs à trouver. Voilà, il faut voir que les hackers utilisent beaucoup l'open source, des outils Oui. qui sont créés par aussi des projets open source. Oui. C'est même souvent l'open source qui tire ces outils. Et ces outils évoluent très vite, ils s'améliorent très vite. Et donc, quelque part, les Red Teams deviennent de plus en plus performantes et vont jusqu'à trouver des choses que l'on ne trouvait pas il y a 5-10 ans dans le même programme. Oui, des choses qui existaient déjà. Qui existaient déjà, pardon. Totalement. Ok. Tu as bien fait de me corriger. Des choses qui existaient déjà, mais qui n'ont pas forcément été trouvées du fait de la maturité. Et de la complexité. la Ça rejoint complexité. totalement l'évolution dont on parlait il y a quelques minutes. Et finalement, si on faisait un parallèle avec le logiciel propriétaire, ça fonctionnera de la même manière. Le bug bounty? Oui, Totalement. Voilà, fonctionnera de la même manière. Ça nous permet d'arriver au même résultat. Sauf que dans un cas, on a un accès par une plus grande communauté à l'information. Et dans l'autre cas, on va finalement avoir que l'éditeur qui va avoir le résultat et qui, à date, on peut le dire, n'a pas l'obligation de remonter sa vulnérabilité, quoique dans les contrats, etc. Mais en tout cas, on n'a pas... C'est ça. C'est ça, on va dire qu'il y a l'open source a des choses en plus par rapport Finalement, au propriétaire, en fait. Dans cette obligation d'information. Oui, alors pas une obligation légale, mais une obligation communautaire. C'est-à-dire que si il y a une faille de sécurité dans un projet open source que vous la corrigez pas, il y a la communauté, il y a des gens dans la communauté qui vont lever les drapeaux et vont faire... une sorte de pression du public. Il y a une pression du public qui font qu'on est obligé d'y répondre. Ok, c'est pas mal la pression du public. On a, en préparant nos échanges, on a aussi évoqué la question des parties prenantes et de la méthodologie EBIOS. Est-ce que vous avez envie, qui a envie de répondre à cet aspect, qui est la question en fait de la responsabilité du tiers et dans la sécurité et dans le maintien de la sécurité? Alors déjà, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est qu'on a évoqué donc la cybersécurité offensive et défensive. Il faut bien déjà acter que la cybersécurité offensive est quelque chose d'illégal en France, tant que ce n'est pas encadré contractuellement. Donc, le métier de plateforme comme Yogosha, c'est justement de fournir, d'être dans un cadre contractuel pour permettre de la cybersécurité offensive. Oui, sinon c'est une sanction du code pénal. Voilà. Donc, en résumé. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On dit toujours oui, mais je le fais, je découvre la faille, j'aide le client et je le préviens et j'ai rien fait de mal. Si, le fait d'essayer, c'est déjà illégal. Donc ça, c'est déjà... On n'a pas le droit de pénétrer le système d'information de quelqu'un qui n'a pas dit d'accord. Voilà. C'est le consentement. Voilà. Et ça, c'est encore numérique, ça une idée marche reçue. aussi. Voilà, c'est une idée reçue qu'il faut tout de suite qu'il faut balayer. Donc, c'est aussi un des intérêts de ce genre de plateforme, c'est de pouvoir avoir ce cadre légal. Voilà. J'en ai perdu en tout cas, cet encadrement. Cet encadrement, voilà. Donc, j'ai perdu l'origine de la question. C'était quelque chose que je voulais préciser. C'était lié aux parties prenantes, à EBIOS, aux parties prenantes, et du coup à l'encadrement de l'intervention de ces tiers, notamment dans l'évaluation des vulnérabilités. Voilà. Alors après, je ne sais pas quoi ajouter de plus, mais il faut savoir qu'effectivement, la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est pas que de l'éditeur. Si vous en remettez que à l'éditeur, vous ne faites pas de cybersécurité. Parce que si c'est un éditeur privatif, comment vous avez la garantie? L'éditeur va vous dire oui, je fais tout ce qu'il faut. Éventuellement, vous allez pouvoir lui demander des preuves, des choses, et avoir un minimum de garantie en termes de moyens. Ah oui, il y aura au moins un plan d'assurance sécurité. Vous aurez quelque chose, mais c'est pas forcément, pour moi, c'est pas suffisant en termes de sécurité aujourd'hui, sauf si l'éditeur vous montre qu'effectivement il a un programme de bug bounty et auquel vous pouvez avoir accès. Si effectivement il vous montre que vous pouvez voir et vous assurer que toute remontée est bien corrigée, vous avez quand même une sécurité un peu plus forte. Mais je ne connais pas beaucoup d'éditeurs privatifs qui font ça aujourd'hui. Alors, ce qu'on pourrait dire plutôt, par rapport en tout cas à cette question, je parle sous tout contrôle, mais c'est aussi l'idée que finalement, en tant que partie prenante, l'éditeur doit faire sa part d'un point de vue de la sécurité, que finalement, il y a une vulnérabilité résiduelle à partir du moment où on ne peut pas avoir accès au code.
où on ne peut pas faire un audit de code. En tout cas, un audit, ou même un audit qui serait fait par un tiers et dont on a simplement... surtout, oui. Parce que, évidemment, là, je les entends, mes clients dire « Oui, mais tu te rends compte, je ne sais pas je faire, ne peux pas donner, je refuse de donner. » Mais je les comprends, c'est le cœur du réacteur. Oui. Mais il y a cette idée quand même qu'il y a des tiers sur la place qui font des audits de code et des audits de sécurité. Et de dire, bah voilà, je fais un audit avec une périodicité Y de mon code, notamment lorsqu'il y a des montées de versions importantes pour veiller à ce que je ne transfère pas des vulnérabilités d'une version à une autre. Ça, c'est une manière de gérer la question de la partie prenante. Oui. Mais finalement, en l'absence de ça, et même avec toutes les beaux plans de sécurité, enfin voilà, engagement de sécurité qu'on peut avoir, il restera d'un point de vue pratico-pratique et opérationnel, du coup technique, il reste une vulnérabilité dont on ne connaîtra pas l'importance, en fait, puisqu'on n'a pas pu avoir accès. Et surtout aujourd'hui, alors c'est la force du libre, c'est qu'on va pouvoir se prendre un peu en main en complémentant ce que fait l'éditeur. Donc ça, c'est en faisant appel à n'importe quelle société, puisqu'elle a l'accès aux sources, donc elle va pouvoir se substituer à l'éditeur ou le compléter. Par contre, sur le plan réglementaire, on est encore un peu... Il n'y a pas forcément... obligation. Alors, il y a quand même des obligations. Aujourd'hui, il y a des obligations, notamment en matière de protection des données. On a des obligations de sécurité. Il y a des sanctions régulièrement sur la sécurité des données. En revanche, je pense que ce que tu veux évoquer là, c'est l'arrivée de la directive NIS 2 avec l'obligation de la remontée des vulnérabilités par les éditeurs ou par les fabricants d'ailleurs, puisque ça couvre l'ensemble des acteurs sur des périmètres extrêmement larges. On pourra en reparler, mais ça faudra faire un épisode dédié à NIS 2 parce que sinon on en est reparti pour 1 heure. Mais en effet, il y a une obligation de remonter dans des rapports d'alerte les vulnérabilités et la manière de les corriger. Ce qui change beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a une proactivité attendue des éditeurs à ce moment-là, ce qui est aujourd'hui finalement plutôt en réaction à des choses qui sont communiquées ou à des attaques qui subissent. Et du coup, finalement, c'est moins en prévention qu'en réaction aujourd'hui. C'est ça, là, aujourd'hui, le RGPD, c'est surtout obligation d'informer une fois qu'on est hacké, mais le RGPD l'obligation Oui, mais l'obligation d'un maintien de sécurité suffisamment élevé pour garantir la sécurité de la donnée ou du coup la garantie, là pour le RGPD ça va être sécurité de la donnée personnelle, mais bon, qui peut le plus, peut le moins, et puis je comprendrais pas pourquoi on sécurise pas de la même manière les données personnelles et les données business, qui dans beaucoup de cas en réalité sont plus importantes les données business que les données personnelles quand on se met à la place de la direction, ils font RGPD parce que faut le faire, mais en réalité, quand on leur dit où est-ce que tu as mal, ils ont mal à leur données business. Ils n'ont pas mal à leurs données perso, ça les embêterait, et puis il y a les sanctions, etc. Mais en réalité, quand on veut pousser vraiment le projet de conformité, il faut aller sur le côté données business en réalité pour que le niveau de sécurité augmente pour tout le monde et pour tout le périmètre de l'entreprise. Mais là, sur la question qui nous occupe là, qui est liée au libre, finalement, on est sur la même situation, c'est de dire... aujourd'hui, les communautés, de ce que je comprends, de ce que vous dites, les communautés vont être beaucoup plus proactives et de par des programmes comme propose Yogosha, on va avoir une proactivité très forte et une transparence qui, du coup, est là pour renforcer la confiance. Alors que dans le propriétaire, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore cette obligation de remonter la vulnérabilité, on a l'obligation de la corriger. On ne peut pas laisser un trou dans la raquette comme on ne peut pas louer un habitat qui serait insalubre. On n'a pas le droit de laisser un trou dans la raquette alors qu'on le sait. Et on n'a pas le droit de commercialiser, sinon on aurait une non-conformité légale de la livraison du produit, puisque l'obligation de sécurité, ça fait partie de la conformité du produit lorsque je le mets à disposition. Donc le logiciel propriétaire doit respecter la conformité d'un point de vue légal. Mais il n'y a pas, et c'est là en fait, c'est plutôt l'obligation de la transparence qui est liée à la nature de la vulnérabilité et de la mesure de la manière dont on va le corriger, qui pour moi est un changement, en tout cas une évolution pour les éditeurs. À venir. C'est comme ça à venir, 17 octobre 2024. Voilà. Et il y a d'autres, tu as cité Nice, on peut citer aussi le Cyber Resilience Act. Bien sûr, et puis on peut citer aussi le règlement IA. Dans la finance, on a DORA, il y a plein de choses qui arrivent. C'est le sens du vent aujourd'hui. Qui font qu'effectivement, on va avoir de plus en plus d'obligations, et c'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître...
Ouais, parce que- les projets informatiques sont des passoires. Oui, si on veut beaucoup schématiser, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a des objectifs, on a des obligations qui sont finalement relativement larges et qu'il y a une obligation de sécurité. Par contre, ce qu'on peut tout à fait dire, c'est que là, on nous met en face des obligations d'un point de vue méthodologique pour démontrer d'avoir réalisé cet objectif de sécurité. Donc, en fait, on passe sur un système de compliance qui est aussi plutôt un système anglo-saxon, de la démonstration de la conformité, de se rendre... c'est même pas responsable, c'est côté accountability, c'est vraiment cette idée qu'on va démontrer. Et donc, il y a la proactivité de la démonstration. Et donc, c'est ce que vous faites finalement dans le programme de l'ICLA de Yogosha. Finalement, t'as pas attendu NIS 2 ou Non. le Cyber Resilience Act pour... Mais il y a un mot que tu as répété plusieurs fois dans ton propos, c'est la notion de confiance. Et peut-être, Laurent, tu auras un autre avis, mais le fait qu'en open source, on fait déjà confiance. On ouvre le code, donc il y a une communauté qui a accès, etc. Nous, chez Yogosha, on fait énormément de pédagogie pour que la sécurité offensive ne soit plus... celle cliché des méchants hackers qui vont hacker sur un programme. Exactement. Et donc, cette notion de confiance, elle va aussi... Elle est dure à mettre en place et c'est ce genre de réglementation que tu as cité qui vont permettre aussi, limite, obliger certains éditeurs à faire plus confiance parce qu'en fait, la sécurité offensive devient nécessaire. Et j'ai l'impression que pour des produits qui sont en open source, cette notion de confiance, elle est déjà actée et donc se tourner vers la sécurité offensive comme peut l'être des opérations de bug bounty, c'est plus aisé. Je sais pas. Après, pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est plus facile parce que le code est ouvert. Donc, il n'y a pas de démarche, finalement, il n'y a pas de démarche administrative à en fait, mettre en ce œuvre. que tu dis, finalement, c'est que c'est presque culturel, en fait. Oui, c'est que la transparence est culturelle dans le libre, alors que... Ça fait partie de l'ADN. Voilà, alors que finalement, dans le propriétaire, finalement, on protège son précieux. C'est le petit... Et on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas qu'une faille de sécurité soit connue, parce qu'on se dit, oui, mais si elle est connue... Alors qu'en fait, si. Alors que la mentalité d'open source, c'est l'inverse. On veut que ce soit, on veut que ce soit transparent. Oui, en fait, c'est un peu presque... ça peut être contre-intuitif de se dire que l'information de la faille, en réalité, rend plus fort, alors qu'on a contre-intuitivement cette idée que l'information de la faille va affaiblir l'image de l'éditeur, alors qu'en réalité, moi, c'est vraiment un combat. Moi, je milite pour un MeToo de la faille informatique et de la cyberattaque, parce qu'effectivement, en réalité, c'est vraiment quelque chose... j'ai l'impression que c'est vraiment un sport quotidien, et qu'à partir du moment où ça devient un sport quotidien, au contraire, soyons dans la bonne équipe, pour le coup, qui est plutôt l'équipe défensive et en réaction et en prévention, avec des acteurs comme Yogosha, mais justement de se positionner et de dire oui, je subis ça et je suis un acteur responsable, donc je prends les devants, comme là vous le faites, et j'informe pour que toi aussi tu te renforces en ayant l'information de cette petite zone de faiblesse sur laquelle on est en train de travailler, en fait. C'est ça. En tout cas, c'est mon intuition, mais j'ai l'impression que c'est très contre-intuitif. Non, mais c'est ça, c'est contre-intuitif. Le mot est là, c'est contre-intuitif. Et pendant longtemps, cet aspect contre-intuitif, il était du coup en faveur du fermé. Et aujourd'hui, l'histoire montre, avec les expériences, les acquis, les compétences qui évoluent aujourd'hui, montre qu'en fait, il vaut mieux un modèle ouvert pour être sécurisé qu'un modèle fermé. Voilà. C'est bien résumé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui pensent le contraire. Je pense que, en tout cas, dans le monde informatique, c'est clair qu'auprès des utilisateurs, il y a encore ce côté contre-intuitif. Mais au niveau des équipes informatiques, on va dire, expérimentées, c'est en train de disparaître. Ouais, en fait, l'enjeu, là, pour moi, il est vraiment lié à la pédagogie. Peut-être que c'est un peu ce qu'on est en train de faire dans ce podcast, notamment au niveau des directions. Parce qu'en réalité, quand on se met à ouvrir les codes, ils ont quand même l'impression qu'il y a des choses qui vont leur échapper. Et que je comprends. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment lié à la pédagogie. Je pense que c'est vraiment le mot-clé, la pédagogie et la collaboration.
les petites lumières avec la Blue Team et Red Team. Donc Red Team côté offensif et Blue Team qui va s'occuper de la défense des systèmes d'information. La pédagogie sert à cette collaboration. Comme on le disait plus tôt, le hacker, quand il va vous remonter une faille, il veut faire en sorte que vous puissiez la reproduire de votre côté pour pouvoir la corriger. Et donc, c'est vraiment une collaboration des deux équipes qui permet d'avoir un réel impact sur la sécurisation des systèmes d'information. Sans ça, il n'y a rien. Et c'est cette complément... Enfin, Blue Team, Red Team, aujourd'hui, c'est tellement complémentaire qu'on en est aujourd'hui à utiliser un autre terme, qui est la Purple Team. Donc, les équipes violettes, qui permet justement de faire en sorte qu'il y a la jonction entre les deux, parce qu'une Blue Team toute seule, elle ne sert à pas grand-chose. La Red Team toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Et si on veut vraiment sécuriser, il faut que les deux équipes travaillent sur le projet. Bon, c'est bien, parce que c'est-à-dire que sans collaboration, il n'y a pas de il y a rien. C'est une bonne quoi. conclusion, je trouve. Ouais, c'est pas mal comme conclusion. Du coup, on va arriver à la conclusion. Merci pour cette transition. Manon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la fin de ce podcast? Est-ce que tu penses qu'il y a une idée forte qu'il ne faut pas oublier en se quittant là? Je pense que je reviendrai sur les deux mots que tu as évoqués. Pédagogie, collaboration. J'en avais un autre, mais je l'ai oublié. Confiance. Donc, ouais, confiance, c'est pas mal. Donc, c'est trois maîtres mots. Et je te laisse faire la conclusion, parce que tu le feras mieux que moi. Laurent, est-ce que Et tu moi, veux... je reviendrai sur le mot contre-intuitif. Ne pensez pas que vous êtes sécurisé parce que vous êtes fermé. Vous avez tout faux. Ça n'arrête pas un hacker. Par contre, ça arrête tous les autres, tous ceux qui veulent vous aider à être plus sécurisés. Eux, ça va les freiner. Le hacker, ça ne va pas le freiner. Donc, prenez un modèle ouvert si vous voulez être sécurisé. Vous n'avez aujourd'hui plus le choix. Écoutez, merci beaucoup pour ces conclusions. C'est votre conclusion. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir suivis sur cet épisode de La Robe Numérique. Vous pouvez retrouver la vidéo sur nos comptes YouTube et Instagram. Et puis, évidemment, la version 100% audio sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et puis, celle que vous préférez. Puis, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles parce que c'est pas mal pour notre propre remontée et information pour que nous puissions faire de la pédagogie toujours au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce podcast. Et évidemment, à nous écrire si vous avez des questions, des remarques ou bien que vous avez envie d'entendre parler de sujets particuliers. N'hésitez pas à nous contacter sur l'ensemble des plateformes. Merci encore et à très vite sur le podcast de La Robe Numérique.